Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On vous retrouve aujourd'hui avec les tops et flops du mois de mai et on commence avec les séries Canal. Alors ce mois-ci on a regardé Brood 24, donc Brood c'est une parodie du média en ligne Brut. C'est écrit par un comédien qui s'appelle Bertrand Huskla, et donc à la base il fait des petits sketchs qui sont assez courts, qui reprennent un petit peu toute la direction artistique du petit média Brut, et pour parodier des situations du quotidien, et c'est des petits pastiches, c'est assez drôle, hein. On regardait ces petites capsules sur YouTube, on les voyait sur YouTube, régulièrement, parce que c'était pas que sur Canal, c'était aussi sur YouTube, et en fait ça a tellement marché manifestement que Canal en a fait une série. Et donc le principe de la série, c'est Brood 24. Là c'est plus des petits sketchs de quelques minutes, c'est des épisodes d'une vingtaine de minutes dans laquelle du coup Bertrand Huskla se met dans la peau d'un personnage pour 24 heures, d'où Brood 24. Donc on va le voir notamment dans la peau d'un militant écologiste ou des choses comme ça. Et il y a le maire identitaire, le lobbyiste, enfin il y a des personnages qui sont vraiment de tous bords, complètement différents. Complètement différents, même de tous bords politiques, quoi. Enfin, il va rigoler aussi bien de personnages, de type de personnages plutôt marqués à gauche ou à droite, et en fait il va vraiment pousser un peu la caricature. Franchement, c'est assez marrant. C'est vraiment bien fait. Et le format 20 minutes fonctionne bien en fait. Et ils reprennent vraiment les codes de Brut pour le coup, avec le type d'image, les logos et tout, la musique même. Donc c'est vraiment bien fait, c'est une bonne parodie. Une bonne parodie de reportage en fait. Ça fait des petites parodies de reportage et c'est. Ouais, franchement, on a bien rigolé. On l'a regardé assez vite. Il y a quoi, 8-9 épisodes? Ouais, il y a 8 épisodes. Ouais. Et non, franchement, ça se regarde très vite et c'est très marrant. On a également regardé, dans les séries Canal, on a regardé Tokyo Vice. Donc là, c'est une série, alors c'est une fiction, mais qui est tirée du récit autobiographique d'un journaliste dont il est question du coup dans la série. Il s'appelle Jake Adelstein, et d'ailleurs c'est lui il est producteur exécutif, je sais pas quoi, de la série. Enfin bref, il est au générique, voilà, il est au générique de la série. Ça se passe dans les années 90, et donc Jake, dans les années 90, c'était un jeune journaliste américain qui voulait faire carrière au Japon parce qu'il était passionné par le Japon. Donc le mec par les Yakuza. Et par les Yakuza, il était fasciné aussi par les Yakuza. Pour les Yakuza. Et donc au début de la série, Jake il est au Japon, il a bossé son japonais bien comme il faut, et il passe le concours pour rentrer dans un grand journal japonais, quelque chose qui doit être l'équivalent du Monde ou un truc comme ça, mais vraiment un journal de référence au niveau national. Et c'est le premier étranger à réussir cet examen et à intégrer en tant que comme journaliste ce journal. Et donc derrière, ça va raconter les relations qu'il va tisser dans divers milieux, dans le milieu de la nuit, dans le milieu de la police, et également chez les Yakuza, pour lesquels il a une certaine fascination. Et donc forcément, on peut bien imaginer toutes les intrigues, le type d'intrigue qui peut dérouler de tout ça. Donc on sait que c'est inspiré de faits réels, mais il y a beaucoup de choses. Quelle est la part du vrai du faux, parce qu'il y a quand même beaucoup de situations où on se dit mais là en fait c'est juste pas possible. Enfin, si t'es normalement constitué, tu te mets pas dans ce genre de situation hyper dangereuse, à côtoyer des Yakuza et à faire certaines choses avec les Yakuza. Soit le mec était une espèce d'énorme tête brûlée, mais à la limite de la bêtise, parce que voilà. Mais non, mais le mec devait sûrement être un petit peu tête brûlée, mais certainement pas au niveau de ce qu'on voit dans la série. Mais en tout cas, on a bien aimé. Enfin, je veux dire, on l'a vraiment pris comme une fiction, pas comme un documentaire. On s'est vraiment laissé embarquer par la narration. C'est sur 2 saisons, je crois. Tout se passe à Tokyo. Il y a quasiment tout. Il y a quelques lieux hors Tokyo, sans spoiler quoi que ce soit, mais vraiment le 95%, 90% se passe à Tokyo. Du coup, on est embarqué dans cette atmosphère, dans la ville et dans l'atmosphère du Tokyo des années 90. Alors, on ne saurait pas dire si c'est fidèlement retranscrit, on n'était pas à Tokyo en 90, mais c'est très dépaysant, et moi qui consomme beaucoup de culture japonaise, qui ai vu beaucoup de films, qui m'intéresse au manga, etc., il m'a semblé voir quelque chose d'assez fidèle, en tout cas de l'image que moi je pouvais avoir du Japon des années 90 et du milieu des Yakuza, mais tel que j'ai pu le percevoir au travers d'œuvres de fiction par ailleurs, quoi. Mais moi j'ai trouvé ça vraiment très très bien fait par rapport à mon approche de la culture japonaise. J'ai adoré.
Et par rapport au Yakuza, on retrouve beaucoup d'éléments qu'on avait vus dans le reportage qu'on avait regardé le mois dernier et qu'on avait présenté dans les top et flop. Absolument. C'est un peu le lien avec les derniers top et flop. Mais effectivement, on retrouve énormément de choses qui étaient dites dans le documentaire, donc ce qui laisse à penser que c'est quand même assez bien retranscrit. Ça a l'air assez bien série, retranscrit, ouais, tout à fait. Ensuite, moi j'ai regardé une série, mais sans Nico, sur Amazon Prime qui s'appelle As We See It. Donc c'est l'histoire de 3 jeunes adultes, ils ont autour de 25 ans, ils sont autistes tous les 3, ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits et ils habitent en coloc. Et ils ont un genre de coach de vie, en fait, une espèce de thérapeute qui vient les aider, mais qui vient les aider dans leur vie de tous les jours, donc aussi bien pour aller chercher un croissant à la boulangerie que pour se préparer pour un entretien d'embauche, trouver des vêtements pour aller à une cérémonie organisée par la famille, etc. Et c'est une série moi, que j'ai beaucoup aimée. Alors il n'y a qu'une seule saison. Vu la fin, je pense qu'il y avait une deuxième saison de prévue mais qui a dû être annulée. Je trouve ça assez dommage parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très touchant. Les 4 personnages, les 3 personnes autistes et leur coach de vie, ils sont très très attachants. C'est très émouvant. J'ai même versé ma petite larme à plusieurs reprises pendant la série. Donc voilà, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, qui est pas drôle du tout, mais qui est vraiment touchante. Alors ensuite on va passer au film, et là c'est pas vraiment un top. Moi je l'avais mis dans les bofs, on met plutôt dans les bofs, mais bon c'était quand même un peu marrant à regarder. C'est un bof qui tire vers le top et pour lequel moi j'ai une petite tendresse quand même. C'est un bof mais qui mérite d'être présenté dans les top et flop quand même. Donc c'est un film qui s'appelle Lake Placid, et c'est un film qu'on a regardé pour tout vous avouer parce que le podcast 2 heures de perdu, dont je vous ai déjà parlé 1000 fois dans les top et flop, ils ont fait un épisode sur ce film et on l'a trouvé sur Oki, donc la plateforme de Free dont on vous avait parlé la dernière fois. Il était dispo sur cette plateforme, donc on l'a regardé un peu comme ça par curiosité. Et au final, on s'attendait à un gros nanar, à un film un peu... un peu nul, un peu flop quoi. Et finalement, c'était beaucoup mieux que ce qu'on pensait, c'était même un peu marrant. Donc alors juste l'histoire pour que vous compreniez pourquoi est-ce qu'on pensait que c'était un gros nanar. Ça se passe donc aux États-Unis dans un lac, mais qui en fait n'est pas un lac puisqu'il est relié à la mer. Ça a l'air d'être plutôt un bras mort d'un fleuve ou quelque chose. Et il y a un crocodile géant qui mange des gens. Donc voilà, c'est bien résumé. Et donc ils envoient une paléontologue pour pas vraiment enquêter, mais pour voir ce que c'est que ce crocodile qui mange des gens. Et on a aussi la police de la ville qui est sur place pour essayer d'attraper le crocodile, pour voir un peu. Bon, on n'en dit pas plus. Mais voilà, il y a des bonnes punchlines, franchement. Ouais, franchement, il y a des dialogues bien écrit, il y a des bons dialogues. C'est sympa. Ouais. Il y a des petits rebondissements aussi qui sont assez marrants. Quelques twists scénaristiques. Les effets spéciaux, franchement, sont plutôt bien pensés. Pas mal. En plus, on voit qu'il n'y avait pas un très gros budget, mais c'est bien fait, c'est intelligemment fait. C'est des animatronics, donc pour le coup, ça a bien vieilli. Ah, mais des fois, ça peut être moche, les animatronics. Ouais, non, mais là, dans 2 heures de perdu, ils disent que c'est le type qui a fait les animatronics de Jurassic Park, qui a fait l'animatronics du crocodile là, pour ce film-là. Et donc, ça rend vraiment bien. Ça rend vraiment bien. Et il y a aussi, alors Valérie, je sais que tu es moins sensible à ça, mais il y a des belles images. Enfin, il y a beaucoup de scènes qui sont tournées en fin de journée, en pleine nature, avec une lumière un peu rasante, un peu chaude, qui vient irradier un peu la scène et les personnages. Et non, mais tu vois qu'au niveau de la réal, ils ont vraiment fait gaffe à tourner pas mal de scènes en fin de journée, dans ce moment particulier des lumières. C'est un soin particulier apporté au tournage. Moi, j'y étais sensible et j'ai trouvé que ça amenait un charme supplémentaire au film. Et non, mais il y a un côté artistique, graphique qui, alors, c'est pas le film du siècle, mais franchement, on a trouvé plus de choses dans ce film que ce qu'on s'attendait à voir. Franchement, oui. Et je précise que c'est un film de la fin des années 90, donc donc vu le pitch et vu l'époque, c'est pour ça qu'on s'attendait à un truc pas ouf, et finalement, bonne surprise. Mais du coup, comme t'as bien aimé ce film sur les crocodiles mangeurs d'hommes, Valérie, moi j'ai plusieurs DVD à te proposer, avec des piranhas mangeurs d'hommes, ou avec des requins mangeurs d'hommes. Non, parce que ça, on sait que c'est des vrais nanars. Oui, mais alors j'en ai un avec des requins mangeurs d'hommes qui nagent dans le sable, et dans lequel t'as la fille de Hulk Hogan qui joue l'un des rôles principaux. Ça, t'as envie de le voir quand même. Je suis pas sûre.
Et moi je suis sûr que tout le monde aimerait nous voir commenter ce film. Et enfin, il y a quand même mieux que les crocodiles mangeurs d'hommes, il y a évidemment Fast and Furious. Alors Valérie, quel épisode de Fast and Furious avons-nous regardé ce mois-ci? Nous avons regardé le 8e épisode. 8e épisode. Est-ce que tu as aimé ce film? Avec Dwayne Johnson qui est toujours là, Jason Statham qu'on avait au 7 et qu'on retrouve au 8, alors que bon, franchement... Franchement quoi? Non mais là... Qu'est-ce que tu veux dire par... Ils ont un peu tordu le scénario pour le faire revenir, parce que dans le 7 c'est quand même le gros méchant, donc... Et il revient dans le 8, on dit pas sous quelle casquette Non, et par quel bon, truchement, mais il revient dans le 8. Bon, bref, Et on était content de le voir. Oui, on est content de voir Jason Statham, mais bon... Bah, voilà. Voilà, et Charlize Theron qui fait la méchante, parce que cette fois c'est une méchante. Oui, c'est une grande méchante. Et donc qu'ai-je pensé de ce film, Nicolas? Alors, dis-moi Valérie. Eh ben franchement, c'était pas mal. Ah. Pour le coup, c'est vraiment le mieux de tous ceux qu'on a regardé, mais... Il a fallu 8 pour ça. Bah oui. Mais non, c'est un bon blockbuster, je trouve. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il fait plus film d'action, un peu de baston. Il y a quand même pas mal de scènes avec Dwayne Johnson et Jason Statham qui se bastonnent. Alors, pas qui se bastonnent entre eux, mais qui bastonnent des gens. Et moins de courses-poursuites. Alors, il y en a aussi des courses-poursuites de voitures, mais bon, je sais pas. Ça fait plus film d'action. Non, mais il y a une formule action qui est plus équilibrée, peut-être que dans d'autres. Et effectivement, comme Valérie, on aime les messieurs qui se tapent dessus, et ben là on a plus de matière dans ce film-là. Mais bon, c'est le principe du film d'action. T'étais quand même contente de voir Jason Statham et Dwayne Johnson taper sur des gens. Ça t'a fait plaisir. C'est pas que j'étais contente, mais c'est juste le principe du film d'action. Et là, c'est vrai que ça fait beaucoup plus film d'action que les précédents. Et donc tu as été divertie. Et donc j'ai été plus divertie. Le scénario est aussi vraiment mieux. Oui, non, le scénario est... Pour le coup, par rapport aux autres, il y a quand même un peu plus de rebondissements qu'on voit pas trop venir. Tout à fait d'accord. Il y a des scènes très sympas, notamment toute la scène où, en fait, il y a toute une scène où ils prennent le contrôle des voitures, mais des voitures de ville, les gens qui conduisent dans la rue, et donc la méchante prend le contrôle de toutes ces voitures. Et ça, cette scène, elle est vraiment sympa. Enfin, ça dure assez longtemps et c'est vraiment bien fait. C'est pour le coup assez original, quoi. On commence vraiment à apprécier la franchise Fast and Furious. C'est bien parce qu'il nous reste... Attends, j'attends de voir les autres parce que c'est peut-être le seul qui est bien. Mais je sais que tu attends de les voir, je sais que tu as hâte. Et donc justement, il nous reste quelques films avant d'arriver jusqu'au tout dernier sorti. Donc on va poursuivre l'aventure, n'est-ce pas ? Voilà, c'est tout pour nos top et flops du mois de mai. Comme d'habitude, dites-nous en commentaire quels sont vos top et flops du moment et si vous connaissez ce qu'on vous a présenté et ce que vous en pensez. Et voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. On vous retrouve très vite. Alors Nico, on te retrouve le mois prochain peut-être. Si on a le temps et si on a assez de top et flop. Si on a vu Fast and Furious. Si on a vu Fast and Furious. Du coup, c'est pas le 9, c'est le spin-off. C'est le spin-off Hobbs & Shaw. Voilà. Avec il y aura pas Vin Diesel, mais il y aura Dwayne Johnson et Jason Statham. Bon. Et moi, je vous retrouve très vite pour une vidéo DIY. Bye bye.